Bienvenue dans un nouvel épisode de Culte, le podcast qui explore le monde fascinant de la culture, du cinéma et des livres. Que vous soyez cinéphile, passionné de livres ou à la recherche de recommandations, Culte a quelque chose pour vous. Toutes les œuvres dont on parlera sont dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour nous suivre sur les réseaux ou pour nous contacter. Bonne écoute! On est de retour avec un nouvel épisode de Culte Podcast et j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut. Comment ça va, Tim? Ça va bien, Max, et toi, comment vas-tu? Ça va bien, et d'ailleurs, tu te rends compte que c'est déjà le 31e épisode. Et alors, pour l'occasion, on va parler de l'espionnage, qu'on a passé pas mal d'œuvres en revue. On a des œuvres qui, en fait, datent surtout en fait, du siècle passé. Donc, on va se concentrer une bonne partie sur la Seconde Guerre mondiale et sur la guerre froide, qui sont les pics, si on parle de tout ce qui est espionnage. Et une œuvre qu'on ne pouvait pas rater, c'est L'espion qui venait du froid, de John le Carré. C'est sorti en 1963. Et ici, on va suivre l'histoire de Alec Lemas. C'est un ancien agent des opérations spéciales qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, est rappelé de son poste à Berlin suite à la mort de son dernier agent, qui était sous couverture, mais qui s'est fait pincer et malheureusement tué. Donc, Lemas, en désespoir de cause, il va devoir quitter le monde de l'espionnage et rentre à Londres. Et là, on va lui expliquer qu'il lui reste une toute dernière mission avant sa retraite, c'est d'essayer de se faire passer pour un déserteur et de déserter vers l'Allemagne de l'Est pour essayer de coincer ce que les services secrets britanniques pensent être un agent double. Et en échange de cela, donc l'agent Lemas va obtenir une superbe pension et pourra prendre sa retraite, pourra couler de beaux jours en Angleterre. Mais donc pour rendre cette défection crédible, il est censé donc jouer le jeu d'un agent qui est déchu. Donc il va être rétrogradé, il va sombrer dans l'alcoolisme, puis il va être licencié et contraint de vivre une vie très compliquée, de retour en Allemagne de l'Est. Et par hasard, il va en fait rencontrer une jeune femme avec qui il va créer une relation assez intense. Ils vont devenir amants, mais petit à petit, il se rend compte que ce sera une relation qui ne mènera à rien, qu'il devra sacrifier pour pouvoir accomplir cette mission. Il va y avoir pas mal de rebondissements, simuler par exemple des empoisonnements, une agression. Il va tenter petit à petit de se rapprocher de cet agent que tout le monde pense être un agent double. C'est une histoire un petit peu comme la plupart des films d'espionnage qui aura un retournement final où on se rend compte que Lemas lui-même a été manipulé par ses services, qu'il s'est trompé de cible, et comme souvent, il y aura aussi certains problèmes avec son nouvel amour. Je vais peut-être m'arrêter là pour pas trop spoiler. De manière générale, je trouvais que c'était peut-être un récit qui était un petit peu confus par moments. C'était peut-être un peu l'idée aussi de nous manipuler comme lecteurs, mais avec des thèmes qui apparaissent déjà, les thèmes de la trahison, de la manipulation. Tout cela dans le contexte d'une guerre froide. Il faut aussi bien s'accrocher pour ne rien rater. Et une fin un peu tragique, un peu à la Shakespeare, ou enfin peut-être à la grecque. Et qu'en as-tu pensé? Tu l'as lu il y a pas mal de temps, mais ça t'a pas laissé de bons souvenirs? Oui, pas spécialement en fait. Donc moi je l'avais, quand on a envisagé en fait de réaliser un épisode autour de l'espionnage, en me renseignant un peu, je m'étais rendu compte, c'est un peu le roman qui a fondé le roman d'espionnage, quelque chose comme ça, est souvent reconnu comme un des meilleurs du genre. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi de le lire. Et je trouve que le problème en fait est peut-être du roman d'espionnage, enfin en tout cas du roman d'espionnage ancienne génération au sens large, c'est que je trouve que c'est quand même pas mal vieilli parce qu'on est dans cette opposition Amérique-Russie. Alors d'accord, on a de nouveau des regains de tension maintenant depuis quelques années, mais c'est plus le communisme contre le capitalisme, c'est d'autres formes, on va dire, et on a en plus un monde multipolaire, on n'a plus non plus deux blocs qui s'opposent vraiment, et je trouve qu'en ça a quand même beaucoup vieilli, peu dommage. Et alors, deuxième chose, moi, que je n'ai pas trop aimé, c'est en fait, il y a beaucoup de dialogues, et je trouve ça très très bavard, du coup. J'ai pas spécialement été convaincu par les rebondissements non plus, il y en a un ou deux que j'avais vu venir. Alors, enfin voilà, pour moi, John le Carré, c'est un peu un nom mythique, hein. Donc je m'attendais à beaucoup plus en fait. Maintenant, c'est un de ses premiers aussi, hein. Donc je sais pas, peut-être que ça me désespère pas pour la suite, c'est ça que je veux dire. Je pense que je devrais lire quelque chose de plus récent avant d'avoir dit mon dernier mot sur John le Carré, quoi. Peut-être de Pierre Lemaitre, je sais qu'il est pas mal dans les polars et les romans d'espionnage. Oui, mais non, je parlais même de John le Carré, que je voulais pas tout jeter directement ici. Voilà, ici. Moi, j'ai pas été convaincu, mais peut-être qu'avec les plus récents, je pourrais l'être. Voilà. Alors, on peut peut-être passer au deuxième, La Constance du jardinier, que
tu as l'occasion Oui, de voir signé. oui, on reste donc chez John le Carré, mais donc ici c'est plutôt l'adaptation d'un de ses romans, alors pour le coup plus récent, hein, parce que là je pense qu'il est sorti le livre en 2000, quelque chose comme ça, et alors ici on parle d'un film de 2005, qui a été réalisé par Fernando Meirelles. Plus récemment, ce réalisateur a fait Les Deux Papes, c'est un film qui est sorti en 2019. Et donc ici, l'histoire, on est je dirais pas dans enfin, autant on parle d'espionnage, on n'est pas dans du pur espionnage, dans la mesure où on a en fait ici au centre du film un couple. Lui, il est diplomate anglais, interprété par Ralph Fiennes, et donc il est marié à une militante altermondialiste, Tessa, et tous deux vivent au Kenya. Et alors, elle travaille notamment pour une ONG, si je me souviens bien, et or découvre en fait un scandale en fait sur une entreprise pharmaceutique qui prétendait lutter contre le sida, et en fait il y a tout un scandale sanitaire autour de ce potentiel traitement où en fait on voit qu'on considère tout simplement les personnes testées sur place, donc les Kenyans, juste comme des cobayes en fait, hein. On s'en fout un peu on peut pas dire qu'on les considère comme des êtres humains, et en tout cas on les prévient certainement pas de ce à quoi on les soumet. C'est pour ça que je dis que c'est pas tout à fait l'espionnage, mais c'est un thriller assez haletant quand même. Et alors surtout ce qui se passe, c'est qu'en fait Tessa, elle va se faire assassiner, et donc c'est assez vite, hein, plutôt dans le début du film. Pour maquiller un peu tout ça, on essaye de montrer que c'était en fait une sorte de crime passionnel, parce qu'elle était soi-disant en train de tromper son mari, etc. Et donc Marie, qui est diplomate, va essayer quelle est la vérité finalement. Moi j'ai trouvé ça assez, je pense que j'ai déjà vu 2 fois d'ailleurs, assez passionnant, pas mal réaliste, parce qu'en fait des scandales sanitaires comme ça, on les connaît peut-être pas très très bien, mais c'est pas ça a existé en tout cas. Donc il y a un côté à contrario du film, autant l'espion qui venait du froid là, c'est des choses qui nous semblent très très lointaines aujourd'hui, autant ici ça me semble justement beaucoup plus réaliste, dans le sens où on a c'est quelque chose d'assez je pense beaucoup plus récent en tout cas. Alors moi j'ai bien aimé les acteurs aussi, en particulier Ralph Fiennes, qui est assez touchant finalement dans ce rôle-là. Et pour information aussi, Rachel Weisz, donc qui joue sa femme, a obtenu 2 récompenses, je pense, Golden Globe et Oscar comme meilleure actrice dans un second rôle. Donc le film avait été quand même assez bien remarqué. La dernière chose, je terminerai par là, qui moi m'avait bien plu, c'est peut-être presque anecdotique, mais c'est la bande originale. Il y a une chanson en fait d'un artiste qui s'appelle Ayoub Ogada, je ne connaissais pas du tout, hein, et qui chante un titre qui s'appelle Côte Biro, qui signifie, je pense, la pluie arrive. Et je trouve que c'est une sorte de musique comme ça, presque, alors que c'est très calme, presque entêtant comme ça à la fin du film. Et je trouve qu'il permet de rester, le fait que ça reste en tête, permet au film de continuer à résonner en nous longtemps aussi. D'accord. En fait, tu sais, l'histoire des expérimentations sur les Kenyans, ça m'a rappelé, vu que tu en parlais, ça m'a rappelé l'épisode de la CIA, donc aux États-Unis, qui avait fait des tests sur plus ou moins 600 Noirs américains. Ce qui avait été fait, c'était leur inoculer la syphilis et alors analyser comment la maladie évoluerait sur eux. Donc, et sûrement, je pense, en profitant un petit peu de situations compliquées, situations financières compliquées. Et c'est une opération, je crois que c'est l'opération Tuskegee. C'est ressorti après, vu que ça a été déclassé, je pense. C'est sorti du domaine du secret. Et ça m'a rappelé ça directement. Ouais. Et d'ailleurs, pourquoi, d'où vient le titre La constance du jardinier? Mais je me rappelais pas, je dois dire que j'ai un peu cherché, d'autant que je pense pas que ce soit expliqué dans le film non plus. Peut-être que c'est plus clair dans le roman. En tout cas, ce que je disais, c'est que lui, apparemment, était... au départ, en fait, c'est un diplomate qui est tout à fait dans le rang, et sa femme est plutôt de nature entre guillemets à le déranger dans son boulot, parce qu'elle forcément en tant que militante va faire des vagues, et que lui justement c'est un diplomate, donc au contraire doit rester bien droit, et donc ça, être constant pour lui, c'est quelque chose d'important. Donc je pense que ça vient de là. Alors jardinier, donc j'aurais lu que oui, qu'il aimerait je sais plus s'il aimait le jardinage ou quelque chose comme ça, c'est possible. Oui, il aime le jardinage, apparemment. Oui, il aime le jardinage. Voilà, mais c'est surtout le thème, je pense, constant qui est important, et qui le décrit assez bien, même si forcément au fur et à mesure que l'histoire avance, on ne pourra plus garder cette même constance, cette patience, cette sorte de discrétion, puisque pour enquêter sur la mort de sa femme, il ne pourra plus faire tout ça, quoi. Et puis, vu qu'on parlait dans la première œuvre, dans tout grand la littérature d'espionnage, avec Le Carré, il y a peut-être un deuxième pour citer, c'est Ian Fleming, avec notamment Casino Royale, qui est son tout premier aussi, mais qui n'est pas un des premiers films sortis à l'écran. Je ne sais pas ce qui a poussé les réalisateurs à approcher ça de la sorte.
Je crois que c'était le premier rôle de Daniel Craig comme James Bond. Et alors ici, c'est une histoire qui, il faut l'avouer, ne tient peut-être pas debout. Ça, je vais l'expliquer. Donc, Casino Royale, c'est donc le tout grand commencement avec, dans ce premier volume, donc on découvre, je pense que c'est en France, dans la ville de Royal-les-Bains, au Royal-sur-Bain, James Bond, qui est censé détruire un ennemi communiste, un dénommé Le Chiffre. Et l'idée, c'est de le ruiner au poker. Et donc ça, c'est censé apporter un coup décisif, du moins à l'Empire soviétique et aux opérations des services secrets. J'ai trouvé que c'est un style plutôt plaisant, assez court et efficace, sans trop de fioritures. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'en lisant ce tout premier épisode d'une série, je pense qu'il doit y avoir des dizaines de volumes sur la série James Bond, j'ai été assez impressionné de voir que toutes les bases, les codes ou les habitudes que l'on connaît du James Bond, des salles de ciné, étaient déjà en place. Donc on reconnaît l'élégance, le smoking, martini, un petit peu le sens de l'humour, le côté machiste et peut-être même un côté invulnérable qui commence par exemple à disparaître au ciné. Donc c'est ce qu'on a pu voir dans un des récents. Et les vilains sont aussi en place avec des retournements de situation évidemment. James Bond a aussi ce côté paranoïaque, mais une sorte de paranoïa qui est plutôt saine lorsque l'on travaille pour les services de renseignement du MI6. Et puis évidemment il y a les amours, donc il tombe très rapidement amoureux, il s'éprend rapidement d'une femme, s'imagine après la fin des hostilités, il s'imagine déjà prendre sa retraite et vivre avec elle, donc c'est un petit peu une histoire qu'on voit encore et encore dans la plupart des James Bond, même au cinéma, avant au final d'avoir le cœur brisé suite à un accident ou un assassinat de dernière minute. Bref, c'est du typique Bond et je crois que ça laisse la porte ouverte à d'autres lectures dans le futur. C'est une lecture de plage quand on veut passer à un truc de plus léger, mais c'est simple mais efficace. Et est-ce que tu as eu l'occasion de lire des Ian Fleming dans le passé? Non, évidemment, vu au cinéma, oui, beaucoup. Non, ça jamais. Bah, donc tu conseilles plutôt, quoi. Pourquoi pas, oui. Ça se laisse lire. Et ici, on n'a pas, puisqu'on parle d'espionnage, il n'y a pas ce côté, je trouve pas que ça a vieilli, par exemple. Ce qui me manque, je ne me souviens pas avoir vu, par exemple, de gadgets. Ça, en général, ça pourrait très mal vieillir si par exemple, il y a des aberrations technologiques, mais je ne pense pas qu'il y ait eu pas mal de références là-dessus. Mhm. Il y a des courses-poursuites, rien de nouveau non plus. Les règles du poker n'ont pas vraiment changé non plus. Non. Donc, des versions différentes, ça n'a pas dû très compliqué à développer pour le cinéma, à réécrire pour le cinéma. Bien. Et donc, tu as lu aussi un autre classique, apparemment. Oui, Les 6 jours du Condor. Je veux dire que j'ai découvert le titre en préparant l'épisode, mais il s'avère que c'est une œuvre qui a aussi été portée à l'écran en 75 par Sidney Pollack avec Robert Redford dans le rôle principal. Et ici, c'est une histoire sur le niveau de la paranoïa. On va suivre un agent du renseignement américain qui travaillait sur une opération clandestine et il revient au boulot, dans ses bureaux, avec un petit peu de retard après sa pause déjeuner. Et il va rapidement découvrir l'horreur avec, dans une première pièce, un collègue assassiné. Il parcourt les bureaux aux alentours. Il se rend compte en fait que son équipe complète a été décimée. Donc ça, on l'apprend dès les premières pages. Ce sont des liquidations qui ont été clairement faites par des professionnels. C'est assez propre dans la manière dont ça a été fait. Il essaye de reprendre ses esprits et puis il se rend compte qu'il manque un corps, évidemment. C'est un collègue qui est absent pour cause de maladie ou de dépression. Et il décide de se rendre chez lui pour le retrouver mort également. Donc là, la panique augmente, le sentiment d'anxiété atteint les sommets et il décide d'utiliser un téléphone public pour rentrer en contact avec l'agence elle-même, donc la CIA, en utilisant une phrase codée, une phrase qu'on lui a prise à l'époque, si jamais telle situation devait arriver ou en cas de besoin urgent. Le problème, c'est que l'opérateur, de son côté, va lui proposer un rendez-vous avec une équipe de la CIA, mais cette rencontre ne va pas bien se passer parce que l'agent lui-même devient paranoïaque et on va comprendre qu'il a bien raison. Parce que il s'avère que la CIA a aussi été infiltrée. Il y a aussi des agents doubles à l'intérieur ou des agents qui ont des objectifs différents qui vont en fait le prendre en chasse, jeu de course-poursuite. Le cauchemar absolu des renseignements, c'est de savoir que l'agence en elle-même est infiltrée, mais de ne pas savoir qui on peut croire. Ça apporte aussi un sentiment de tension permanente. Le Condor, donc le Condor c'est le nom de cet agent, passera plusieurs jours à traverser l'État, je crois que ça doit être l'État de Washington, en essayant à chaque fois de garder au moins une longueur d'avance sur ses assaillants. C'est une œuvre aussi que je trouvais qu'il y avait une belle clarté, assez similaire à Casino Royale. On comprend un petit peu les différentes dynamiques et c'est intéressant de voir aussi cette idée d'infiltration qui n'est pas forcément causée par des agents doubles, mais avoir des agents qui ont d'autres objectifs
que le renseignement pur, qui essaient qui ont peut-être leur magouille dans leur coin, qui essaient aussi de profiter peut-être d'un système qui est en place. Alors, je me suis rendu compte en fait qu'il y a aussi beaucoup plus récemment une série qui a été adaptée, ou ça, un peu adaptée, hein, parce que la série s'appelle Condor, et alors c'est sorti en 2018. Apparemment, il y a eu plusieurs saisons, mais moi j'ai vu que la première. C'est plus une mini-série, hein. Je pense qu'il y avait 6 épisodes, peut-être 10, mais en tout cas assez peu. Je dis que c'est un peu adapté parce que c'est un analyste de la CIA, donc on voit que c'est quelqu'un qui a vraiment dans les systèmes informatiques tout le temps. Mais forcément, voilà, en 1974, le métier n'était certainement pas le même. C'était pas garder un grand souvenir honnêtement de la série, mais de ce de ce qui me reste, c'était quelque chose d'assez prenant et sympathique, quoi. Et d'ailleurs, on n'en parlera pas trop aujourd'hui. Il y a aussi la série Homeland, que tu connais peut-être. Je trouve qu'elle était très réaliste. Je parlerai notamment Damian Lewis, qui jouait Brody dans cette série. J'en parlerai un petit peu plus tard. Une série très réaliste, très prenante et qui avait plusieurs perspectives sur la vie des agents. C'est une série qui avait été bien tirée aussi par Claire Danes, qui avait vraiment tiré la série par le haut aussi, au long de 5 ou 6 saisons. C'est une série que je recommanderais aussi. Eh bien, puisqu'on parle de série, restons-y un peu. Et moi, je vais parler un peu du Bureau des légendes. Donc, ça, c'est une série qui a déjà quelques années maintenant, parce que la première saison, c'est 2015. Et c'est une série, alors c'est pour ça qu'il faut bien le préciser, c'est une série française. Ce qui est relativement rare quand même de voir quelque chose de français avec une telle ambition. Puisque là, on est au sein donc, de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, dans laquelle se trouve un département qui s'appelle le Bureau des légendes. Alors, pourquoi ce nom? Parce qu'en fait, les espions qui travaillent sous couverture, on leur fabrique une légende. Et donc, voilà pourquoi ce département s'appelle Bureau des légendes. Et donc, voilà, ces espions qui cherchent évidemment à recueillir des informations et qui sont envoyés à l'étranger comme ça. Et alors, on a plusieurs. Donc, la série suit plusieurs personnages, dont le personnage principal, Guillaume de Bailly, dont la légende, donc, puisque chaque espion, en tout cas qui est envoyé à l'étranger, enfin on donne en tout cas un surnom entre guillemets, et donc lui son surnom c'est Malotru, ce qui est assez cocasse quand on apprend en tout cas à faire connaissance avec lui. Et donc lui en fait au début de la première saison il revient d'une mission en Syrie où on sait justement qu'il a eu une relation avec une Syrienne sur place relation qui risque d'ailleurs de poser des problèmes plus tard dans sa vie, dans son retour comme ça en France, puisqu'il va sans cesse en fait devoir jongler finalement avec plusieurs identités. Et donc il ne respecte pas du tout les règles qui est vraiment de couper tous les ponts une fois qu'on revient en France pour des raisons de sécurité, et à tel point qu'il risque d'ailleurs de mettre en péril la couverture de certains autres espions. Alors parallèlement à ça, on suit aussi une jeune recrue, Marina Loiseau, qui est interprétée par Sarah Giraudot, et donc Guillaume de Bailly dont je viens de parler, c'est Mathieu Kassovitz. Et donc elle commence, et on va lui créer justement une légende, et elle, donc son nom c'est Phénomène. Alors, donc dans la première saison, voilà, il y a une première intrigue, on va dire. Et puis ce qui est vraiment formidable, c'est qu'à chaque nouvelle saison, j'ai pas vu la dernière, donc il y en a 5, donc j'ai vu que les 4 premières, on parvient à relancer l'intrigue, puisque on va dans certains endroits, je parlais de la Syrie ici, mais on va aussi envoyer les espions en Iran, on va avoir tous les problèmes avec Daesh en Irak. C'est une série avec énormément d'ambition, qui est produite par Canal+, et mon Dieu, qu'est-ce que c'est passionnant, parce que c'est vraiment surprenant, je trouve, d'avoir... on s'attendait vraiment pas à ce qu'une série française ait cette ambition, ces moyens, c'est remarquablement bien écrit, un casting aussi vraiment 4 étoiles. Parce que je parlais de Mathieu Kassovitz et Sarah Giraudot. On a aussi dans les rôles principaux Jean-Pierre Daroussin, voilà, qui fait le job. On a Léa Drucker qui est tout à fait passionnante aussi. Une actrice que je ne connaissais pas jusqu'alors qui s'appelle Florence Loirecaille dans le rôle de Marie-Jeanne. Tous en fait incarnent véritablement leur rôle. Pour peu qu'on ne connaisse pas, par exemple je parlais ici de Florence Loirecaille que je ne connaisse pas comme actrice, c'est incroyable parce qu'elle est crédible dans son rôle, quoi. Donc on voit pas l'actrice en fait, on voit vraiment un personnage comme ça qu'on suit.
c'est remarquablement bien écrit, bien ancré dans son époque, puisque on parlait de Daesh, on parle de l'Iran, dans dans une saison ultérieure, on a la Russie aussi, et tous les problèmes de hacking. Franchement, je pense que toutes les séries françaises, c'est une des meilleures séries françaises, certainement, de les 10, 15, voire 20 dernières années. Et d'ailleurs, je vais peut-être revenir alors sur la série Homeland, parce que je pense qu'il y a pas mal de parallèles là-dessus. C'est l'utilisation de faits réels pour nourrir la fiction. Et ça, j'ai trouvé que c'est quelque chose que Homeland faisait vraiment bien, et j'ai l'impression que justement l'équipe, les scénaristes se sont aussi bien inspirés. Alors pour la petite anecdote, juste parce que c'est plus comique là, pour parler du nom de certains espions, mais en fait, c'est vraiment un clin d'œil, c'est à chaque fois des injures du capitaine Haddock de Tintin. Donc je parlais de Malotru, Phénomène, il y a aussi Moule à gaufre, Rocambole, enfin voilà, c'est tout des mots comme Cyclone, parce que oui, ça aussi, ça fait partie des injures. Donc ça, c'est le petit côté amusant. T'as trouvé la raison? Ah non, je pense que c'est juste un petit clin d'œil. D'accord. Enfin bon, c'est vrai qu'un espion qui s'appelle Moule à gaufre, enfin, en tout cas qu'on appelle comme ça dans le Moule à gaufre pour ne pas qu'on ne désigne, allez, qu'on ne sache pas que c'est lui directement, c'est quand même assez amusant. Alors pour le prochain, ce serait Munich Edge of War, au bord de la guerre. Ça a été réalisé par, c'est un nom très compliqué, je ne sais pas comment le prononcer, c'est Christian Schwarzschild. L'histoire ici, c'est juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. On va suivre 3 étudiants, Hugues, Paul et Lena, qui sont à Oxford, et on va les voir célébrer, et ils sont un peu sous de champagne, et discuter de leur futur, de l'avenir de l'Europe. On a ensuite un bond dans le temps, et on va voir les 3 amis se rassembler à nouveau en Allemagne nazie. On est dans les années 30, plus ou moins aux alentours des années 33-35. Hugues va se rendre compte que son ami Paul est obnubilé par Hitler, un homme qui est parvenu à rendre la fierté au peuple allemand. Mais tout cela, c'est vraiment au grand désarroi de la copine, Lena. Paul s'en prend à Hugues. Ils vont avoir une discussion un petit peu assez tendue. Par la suite, par peut-être honnêteté intellectuelle, Hugues et Lena vont décider d'aller à un meeting politique nazi et se rendre compte vraiment de la force et de cette idée de rassemblement politique, peuvent voir de leurs yeux la folie qui a pris la foule. On fait à nouveau un bond dans le temps, on est 5 ou 10 ans plus tard, et on va retrouver Hugues et Paul qui travaillent chacun pour les cabinets ministériels respectifs en Angleterre, donc pour servir Chamberlain, le Premier ministre britannique, ainsi que Paul qui travaille pour les services nazis. Par contre, il n'y a aucune trace de la jeune fille Lena. Donc on est aux alentours des années 1938, et les besoins expansionnistes d'Hitler commencent vraiment à le démanger et sont très visibles. Et donc, sentant cette menace, les autres nations essayent de garder une certaine distance, mais de le garder heureux, de garder aussi une discussion plutôt ouverte avec lui. Donc, on va voir que Chamberlain va essayer de rassembler le Premier ministre français, discuter aussi avec Hitler, avec Mussolini. Mais ce Premier ministre britannique, Chamberlain, donc, il apparaît fatigué, peut-être même un petit peu naïf. Il croit par exemple Hitler sur parole quand celui-ci va lui raconter qu'il n'a aucun intérêt d'attaquer la Pologne ou qu'il ne veut pas envahir l'Europe, il veut simplement récupérer une petite partie de la République tchèque, des choses ici. Donc les 2 amis qui siègent dans les 2 cabinets se rendent compte du danger imminent, se rendent compte également que les politiques n'ont pas l'air d'être en contact avec la réalité et ils vont tout faire pour retarder, pour éviter la guerre, même si c'est au péril de leur vie. Ils vont s'échanger des documents secrets, compromettants, ils vont entrer en contact et ils vont se rencontrer à nouveau, une première depuis une bonne dizaine d'années, et discuter de cette jeune fille, Lena, qui était la copine de Paul, pour se rendre compte que, malheureusement, l'oppression nazie l'a touchée de plein fouet, elle qui, on l'apprend par après, qui était juive. Donc, ce qui est vraiment pas mal, c'est que je trouvais que la grande histoire, on la connaît, on s'en souvient avec notamment une guerre qui commence en 1939, mais ici c'était pas mal aussi de comprendre que cette guerre a été retardée de 12 à 18 mois, ce qui a donné une bouffée d'oxygène aux Alliés et qui serait peut-être en fait une sorte d'héritage de Chamberlain, parce que moi j'ai toujours eu l'impression que Chamberlain, il avait mauvaise presse. On lui reprochait souvent d'avoir joué copain-copain avec Hitler, qu'il avait été trop naïf ou qu'il n'avait pas été très fin stratège, mais le film suggère que c'était peut-être en fait un coup de stratège, peut-être son dernier coup. Il se sentait en fin de vie, il est d'ailleurs décédé quelques mois après cette intervention, donc il pouvait totalement ignorer son avenir politique, ça n'avait aucun sens, et ça a permis à l'Europe, aux Alliés, de gagner du temps dans cette guerre. Donc peut-être une approche un peu différente avec ce qu'on entend assez souvent sur son compte, mais ça a peut-être eu un impact décisif pour préparer la défense de l'Europe.
Alors j'ai vu, en fait c'est un film Netflix. Et alors pour information, il est sorti en côté français, on le trouve sous le titre L'étau de Munich, parce que je connaissais pas, donc écoutant je regardais. Et alors juste aussi, apparemment il y a Sandra Hüller qui joue dans le film. Oui, alors je l'ai en fait repérée assez rapidement. Elle joue la secrétaire de Paul. En fait, un rôle assez limité. Oui, je le mentionnais simplement parce que bon, pour le moment, Sandra Hüller, elle est un peu partout avec deux films très marquants. Donc c'est amusant de voir elle se retrouve aussi dans ce que tu évoques ici tout à fait par hasard. Ok, Anatomie d'une chute, tu penses au... Quel est le deuxième? The Zone of Interest. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu il y a quelques jours. C'est le film qui se passe à côté d'Auschwitz en fait, D'accord, d'accord. on suit la vie presque normale du commandant et du commandant du camp et de sa famille quoi. Ok, ouais. Alors on peut peut-être faire un bond dans le futur avec les Jason Bourne au cinéma, donc ça tient à cœur. Oui, ça me tient à cœur en fait. Bon, ça tout le monde connaît, hein. Je ne pense que pas trop besoin de réévoquer ce que c'est Jason Bourne, si ce n'est que oui, donc c'est de l'adaptation en fait au départ de romans qui ont été écrits par Robert Ludlum. Et alors il y a eu 5 films, hein. Donc tout d'abord Matt Damon dans les 3 premiers, puis on a eu, je pense que c'est Jeremy Renner dans le 4e, et puis finalement Matt Damon est revenu de nouveau dans le dernier. Alors bah oui, donc en fait le début c'est quoi? En fait on a Jason Bourne, puisque voilà, qui se réveille, je ne sais plus où exactement, mais en tout cas qui souffre d'amnésie et qui va essayer de retrouver qui il est, quelle est son identité, et tout ça en étant apparemment poursuivi. Donc en fait il ne cesse de finalement fuir des ennemis, mais sans savoir exactement qui ni pourquoi. Alors c'est des films qui ont très très fort marché, hein. D'ailleurs tout le monde connaît Jason Bourne, mais ce qui est vraiment marquant, ce qui a été reconnu, c'est même pas moi qui le dis pour le coup, c'est que ce sont des films hyper réalistes, notamment dans la manière dont c'est filmé, parce que c'est souvent du caméra à l'épaule, on n'a pas d'effets spéciaux, en tout cas pas grand chose, en tout cas pas visible spécialement, donc même si on a des scènes d'action certes et parfois spectaculaires, ça ne tourne pas dans un grand n'importe quoi non plus. Donc ce côté hyper réaliste je trouve très très prenant, et chacun des films vraiment, je sais bien que le 4e sans Matt Damon a eu moins la cote niveau critique, mais je trouve que tous se défendent en fait, hein. Ça reste quand même du divertissement de très très bonne qualité, et Matt Damon très très convaincant dans chacun des films quoi. Oui, je suis d'accord. Moi ce qui m'avait marqué c'était peut-être en fait l'épisode justement avec Jeremy Renner, c'était la partie avec les drones. Je me rappelle. Ça avait été assez glaçant de se dire que c'est une nouvelle réalité, ça n'a rien de science-fiction. Tout à fait. Et d'ailleurs je pense que ça avait peut-être un côté un petit peu avant-garde, parce que de les voir en réalité, je pense que c'était utilisé de manière assez secrète, peut-être en Irak ou en Afghanistan. Maintenant on entend parler tout le temps. Oui c'est vrai, ça semble presque naturel aujourd'hui, mais je pense qu'à l'époque, tu as raison, que je dis à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a juste quelques années, on n'utilisait pas comme ça des drones, en tout cas c'était pas connu en tout cas. Et j'ai appris, ça reste toujours un peu glauque de parler de guerre, mais j'ai appris récemment qu'il existe aussi des drones sous-marins. Ah bon? C'est dans la suite logique. Ouais. Fortement utilisé en mer Noire. Alors, pour le prochain, il y a L'homme de Kaboul de Cédric Banel, que tu as eu l'occasion de lire. Oui, donc ça c'est un livre. Alors, pourquoi est-ce que je vais vous parler de ceci? En fait, donc, bon, quand on a choisi espionnage, donc comme on l'a dit au début, on a les grands classiques. Et je me suis un peu posé la question, qu'est devenu le roman d'espionnage aujourd'hui? Est-ce que ça existe toujours, etc. Bon, il faut bien le reconnaître, les grandes heures, comme on l'a dit, hein, c'est la guerre froide. Et donc, le roman d'espionnage aujourd'hui, c'est plus trop. Je veux dire, autant au cinéma, on arrive encore à renouveler le genre. Dans la littérature, j'ai l'impression que c'est moins visible, en tout cas. C'est peut-être plus une littérature vraiment de sous-genre ou sous-genre entre guillemets, parce que très, très spécialisée et qui n'a pas, n'est pas spécialement très très visible. Mais néanmoins, donc moi je suis tombé sur ce Cédric Banel. Donc là il a déjà, en fait c'est une série apparemment, hein. Donc il suit le commandant Kandar qui est chef de la brigade criminelle à Kaboul. Alors pour l'anecdote, Cédric Banel en fait il est pas seulement écrivain, il est aussi, il a eu beaucoup de vie visiblement, un peu entrepreneur, sportif aussi. Voilà, et je pense qu'il a vécu en Afghanistan, en tout cas qu'il s'y est rendu, et ça lui permet entre guillemets d'apprécier un peu mieux la réalité et de mieux la décrire. Alors qu'est-ce qu'on a ici donc dans L'homme de Kaboul, qui est le premier d'une série, donc il y a 4 tomes, je pense, à ce jour. On a en fait l'assassinat d'un riche homme d'affaires qui s'appelle Wali Wadi. Bon, apparemment, ce serait un suicide, puisque balle tirée dans la tête, il n'y a rien à dire. Et apparemment, c'est un peu l'envie dans les hautes sphères, c'est qu'on boucle l'affaire rapidement. C'est juste un suicide, pas besoin de passer du temps là-dessus. Mais pour le commandant, qui est quelqu'un d'extrêmement... Enfin, pour le commandant Kandar, donc, qui enquête, lui, il n'y croit pas trop, en fait. C'est pas possible. Donc, contre l'avis du ministre de la Sécurité, il va continuer à enquêter un peu discrètement, on va dire. Tout ça dans un environnement vraiment très difficile, puisque donc, le roman est sorti en 2011, Kaboul d'aujourd'hui, non,
je ne vais pas dire d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui il est revenu complètement aux mains des talibans, mais en tout cas de l'époque où de toute façon on avait des attentats, si pas tous les jours, de manière assez régulière, et où voilà, la vie est très compliquée sur place. Alors en enquêtant, certaines personnes évidemment vont lui mettre des bâtons dans les roues, d'autres vont l'aider, et dans celles qui vont l'aider, il y a notamment un mollah, donc ça c'est un taliban, vraiment ça c'est un peu l'aspect étrange on va dire, mais qui a à cœur d'aider ce commandant, et apparemment sans trop d'idées derrière la tête. Donc autant commandant Kandar lui se méfie quand même un peu, autant Fouet il n'a pas beaucoup non plus d'appui, et donc il va finalement accepter son aide. Et alors évidemment, si on voulait étouffer l'affaire rapidement, c'est que ce n'était pas juste l'assassinat d'un homme d'affaires, que derrière forcément il y avait beaucoup d'autres choses qui se passaient. Et voilà. Alors donc c'est un bon exemple, en fait, d'un renouvellement en fait dans le roman d'espionnage. Donc en cela c'est intéressant. Après, je trouve que ça a quand même un peu, même si l'auteur a vécu, oui, en Afghanistan, en tout cas on connaît bien. Je trouve qu'on a quand même quelques clichés. Enfin, en tout cas certains personnages fort stéréotypés. C'est un peu ce qui était un peu dommage, parce que oui, le commandant super intègre, etc. Un peu trop lisse, c'est dommage. Deuxième chose, je trouve qui était moins bien aussi, c'est que il y a cette volonté parfois l'auteur d'illustrer la réalité sur place et d'expliquer un peu trop les choses. Genre, je sais pas, on va avoir le portrait de quelqu'un, c'est l'occasion de parler de la condition des femmes pendant une page. Oui, ok, je veux dire, c'est peut-être pas le propos, mais en tout cas, c'est un peu trop illustratif à ce niveau-là. Donc c'est pas mal, je trouve que ça a un côté relativement prenant, mais ça n'atteint pas, je trouve, le côté passionnant d'un film comme Jason Bourne. J'ai pas lu les romans de Robert Ludlum, mais ça n'atteint pas voilà, c'est pas autant page turner, c'est ça que je veux dire, et voilà, qui fait que je restais un petit peu sur ma faim, mais ça reste une lecture tout à fait divertissante et oui, recommandable. Hein. C'est pas déshonorant, pas du tout, mais voilà, il manque des petites choses pour en faire vraiment un très bon roman. D'accord. Et si je te dis J'accuse, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque deux choses. Hein. Ça m'évoque évidemment Zola, et puis le film de Roman Polanski dont j'imagine tu vas nous parler. Oui, c'est bien, 10 sur 10. Je parlerai donc uniquement du film, mais évidemment il y a une référence à Zola, comme tu disais. Dans ce film qui en anglais d'ailleurs a le titre Un espion et un officier, en français c'est J'accuse. Ce film va retracer l'histoire d'un des procès militaires les plus connus de l'histoire. C'est l'affaire Dreyfus, où on accuse le capitaine Dreyfus d'être un espion au service de l'Empire allemand. On est à la fin du 19e siècle et on commence directement le film avec la scène de la dégradation de Dreyfus, qui est jouée par Louis Garrel. Cette dégradation se joue, c'est vraiment un spectacle, dans la cour de l'école militaire à Paris, non loin de la Seine. Les militaires sont alignés tout autour de la cour, dans un moment très solennel, et par de l'allégrie, on voit la populace qui regarde en silence. Certains crient quand même trahison, abat le traître, des choses. On va aussi directement prendre connaissance du colonel Picard, qui est joué par Jean Dujardin, qui est un ancien tuteur, un ancien formateur de Dreyfus, et il est là parmi d'autres hauts gradés. Et Dreyfus, on le voit, maintient une posture très droite au milieu de la cour. On le sent humilié, mais tentant aussi de garder une certaine fierté. Il crie qu'il est innocent. Malheureusement, ça ne suffit pas, et le voilà rapidement dégradé. On lui retire ses insignes, on brise son sabre, et on l'emmène, donc ce militaire déchu, est exilé sur l'île du Diable, une île lointaine au nord de la Guyane. Une île, en fait, j'ai eu l'occasion de lire un petit peu sur Wikipédia, qui est une île très compliquée, infestée de maladies tropicales, avec des conditions aussi très compliquées. Le taux d'humidité approche souvent des 90%. La température est impossible, et la petite case où il était enfermé, Dreyfus et les autres prisonniers politiques avant et après lui, est en plein soleil. Donc ce sont des conditions très compliquées. Mais Picard, lui, se remémore ces échanges avec Dreyfus, et ce sont des échanges qui étaient déjà dans un climat antisémite à l'époque, et lui-même d'ailleurs ne s'en cache pas trop. Pendant une discussion, il lui dit clairement qu'il n'aime pas sa race, il ne s'en cache pas, mais qu'il sait voir au-delà de ses opinions, et qu'il estime qu'il a toujours traité Dreyfus de manière juste lors des cours et des évaluations. Donc on plante un petit peu le décor avec cette rétrospective. Et donc on va suivre d'un côté l'ascension du colonel Picard, qui rapidement passe à un grade supérieur. Il prend la tête des renseignements dans l'armée, et là il va commencer à se rendre compte que les approches des équipes qu'il supervise,
de son département. Ce sont des approches parfois laxistes. On prend des raccourcis. Les manières dont les renseignements sont obtenus, que ce soit par exemple intercepter du courrier, échanger ou voler des lettres, ne sont pas toujours très nettes. Il y a notamment aussi des délais entre l'obtention de documents clés et leur enregistrement dans le service, qui pose aussi question sur le fait de pouvoir, par exemple, manipuler des documents. Et donc, tout ça va commencer à, si je peux dire, percoler dans sa tête, et il va commencer à réfléchir, à cogiter là-dessus, et plusieurs éléments vont commencer à le pousser à remettre en doute la culpabilité de Dreyfus. Et il va se lancer dans une croisade contre le système, en collectant les pièces à conviction de l'époque, en réexaminant le dossier, qui est extrêmement fin. C'est une enveloppe avec deux ou trois documents, une écriture qui pourrait être l'écriture de au moins une ou deux autres personnes, donc, et qui est l'élément le plus accablant, qui est censé être l'élément le plus accablant contre Dreyfus. Donc il analyse ce dossier et il se rend compte que c'est une parodie de justice, que c'est une supercherie. Donc il va se battre contre ce système et essayer de laver l'affront qui a été fait à Dreyfus et de lui offrir un second procès. C'est un film qui avait une belle intensité, dont j'ai bien apprécié les performances justement de Louis Garrel et de Jean Dujardin. Je pense que le film était vraiment bien réalisé de manière générale. Et en fait, je n'ai appris que par après. Ça aurait peut-être pu être suggéré parce qu'on voit apparaître la femme de Roman Polanski. Donc on pourrait peut-être se douter qu'il était derrière, parce que j'ai regardé le film sans savoir qui était le réalisateur, un peu par hasard. Et en fait, on pourrait peut-être se dire que, je pense qu'on ne s'en cache pas trop non plus, qu'il y a pas mal de sous-entendus dans le film. Peut-être un film qui s'efforce de rétablir un honneur de quelqu'un qui aurait été jugé par erreur, qui aurait peut-être fait l'objet d'une chasse aux sorcières. On essaie de rendre une certaine dignité à ce militaire ou peut-être à ce cinéaste. Donc, évidemment, il y a ce thème de fond qui existe, mais en regardant uniquement le film, pour ce qu'il est, je trouve que le film était extrêmement bien réalisé et c'était aussi une belle fiction. Il y a toujours une part de fiction, une sorte de belle fiction historique sur des faits réels. Oui, alors moi, ce que je trouve une vertu du film aussi, c'est d'être prenant, parce qu'on connaît tous l'histoire, hein, on sait bien condamné, puis réhabilité, mais bon, entre-temps, ça n'a pas été simple. Donc finalement, tout ça, on connaissait, mais le film est très prenant, en fait, hein, donc est vraiment passionnant. Donc ça, je trouve que c'est vraiment la grande vertu d'avoir réussi à faire ça, malgré le fait qu'on connaisse l'histoire. Sur une histoire qui, au final, n'a rien d'excitant. On pourrait dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Et on parvient quand même à nous tenir 2h ou 2h30 Mm-hmm. en haleine. Et alors, pour le suivant, on parlait d'un traître qui ne l'était pas au final pour Dreyfus. Parlons maintenant d'un vrai traître. Donc c'est une affaire bien réelle. Le titre de l'œuvre, c'est A Spy Among Friends, qui a été traduit par Kim Philby, l'espion qui trahissait ses amis. Et ici, je vais peut-être commencer par la série, une série TV, qui a été réalisée par Nick Murphy, qui est en 2022. Et dans cette série, on retrouve notamment l'acteur dont on parlait récemment, Damian Lewis, qu'on connaît de Homeland et de Bands of Brothers. Cette série démarre sans tour de chauffe, donc c'est un secret pour personne. On comprend que Harold Philby, qui est surnommé Kim, est un agent double au service du MI6 britannique, mais aussi du KGB. Et il joue à ce petit jeu depuis plus de 30 ans. Il est parvenu à se moquer en fait de tout le monde, de ses amis, de sa famille, et d'échanger des centaines de documents, de faire capoter pas mal d'opérations. Et il aurait sur la conscience la mort de 1000 personnes qui auraient été tuées ou liquidées par différents services secrets de par ces échanges de documents confidentiels. Mais donc Kim Philby n'a pas seulement trahi son pays, il a aussi trahi, comme je disais, sa famille, ses amis, dont Nicholas Elliott, qui est joué par Damian Lewis. Et Nicholas, c'est vraiment son ami de toujours, donc on va prendre rapidement qu'ils sont amis depuis 30 ans. Ils ont travaillé, ils ont grimpé les échelons du MI6 ensemble, et ces deux hommes ont été collègues et amis depuis tellement de temps, ils s'admirent mutuellement et partagent même de nombreux moments de famille tous ensemble. Donc ils font partie l'un et l'autre des familles respectives. Et pourtant, Nicolas, lui, n'a jamais suspecté que Kim pourrait avoir des affiliations communistes, ou même qu'il pourrait être un agent double. Bien que la série en elle-même soit censée se concentrer sur Kim Philby, on va utiliser Nicholas Elliott, donc son ami de toujours, pour nous faire découvrir cette histoire, l'histoire de l'agent double Kim Philby.
Et pour organiser ce déballage, donc la série a pris l'option de nous faire découvrir les différentes perspectives via un débriefing de Nicholas qui est fait par un agent du MI5, qui est un autre service britannique qui ressemble plutôt au FBI américain. Et donc lors de ces échanges entre Nicholas et la débriefeuse Lily, on va aller au-delà du simple débriefing. Ça va parfois tourner en interrogation. Donc Nicholas se sent parfois mis sur la sellette avec des questions de plus en plus menaçantes. Ils vont passer en revue un enregistrement clandestin qui date d'une récente visite entre Nicolas et Kim Philby à Beyrouth. C'est d'ailleurs l'endroit où Kim Philby s'est expatrié. Et lors de ces discussions, on va profiter de ces bobines enregistrées pour plonger dans pas mal de rétrospectives sur l'ascension des deux amis. On va les découvrir, discuter, réseauter, faire la fête entre eux dans des clubs selects du style Smoking Room ou Gentleman's Club, discuter d'opérations. Et à chaque fois, on va voir que Nicholas fera à chaque étape de sa vie tout pour soutenir son ami Kim Philby, même si celui-là même va utiliser toutes les informations qu'il recevra pour trahir son ami, trahir sa patrie et son employeur. Par la suite, Kim sera destitué. Il va y avoir plusieurs événements qui vont mener à sa perte, on peut dire, avec des soupçons pesant sur lui après une double désertion de deux collègues qui lui étaient assez proches. Même à ce moment-là, son ami Nicolas va tout faire pour le réhabiliter. Il organisera notamment une conférence de presse pour essayer de le faire réintégrer au service. Il partagera encore pas mal d'informations avec lui. Il l'invitera toujours au Smoking Rooms, au Gentleman's Club. Donc même à ce moment-là de sa carrière, alors qu'il est presque dans le trou, Kim Philby recevra encore des informations compromettantes. Donc si on parle par exemple des motivations premières de Kim Philby qui l'ont poussé à trahir son pays, la première ce serait le fait de vouloir combattre le fascisme et le nazisme. Et de son point de vue, la seule option, c'était le communisme et l'URSS. Le communisme en soi, l'idéologie et l'URSS semblaient les mieux positionnés pour contrebalancer cette Allemagne nazie. On évoque d'autres raisons, le sort notamment des Arabes qui ont été trompés par les Anglais pendant l'entre-deux-guerres, donc une haine du pays qui commence, une influence par un professeur d'économie et d'autres raisons de la sorte. Parviendra à s'échapper en Russie, où il se rendra compte assez rapidement que peut-être qu'il y aurait une place pour le regret. Son arrivée à Moscou lui ouvre les yeux sur les fils devant les magasins, le froid, quelques corps qui gisent dans la rue, la misère, la grisaille, la modestie des appartements, des infrastructures. Tout cela est vraiment mis en miroir avec l'habitude qu'il avait des salons et des restaurants assez chics de Londres. C'est une œuvre, la série, je pense, doit avoir 6 épisodes. On passe en revue surtout l'enregistrement et le moment où on va comprendre sa sortie, son exit pour Moscou. Mais ce qui est pas mal aussi, c'est de comprendre les dessous des agences britanniques, MI5 et MI6, qui sont donc les équivalents du FBI et CIA. On comprend aussi les tensions entre ces organisations, donc on imagine toujours qu'elles pourraient coopérer, mais on voit que le MI5, une différence culturelle, le MI5 c'est plutôt recruter des anciens policiers, des militaires, des citoyens qui sont plutôt de la classe populaire ou classe moyenne, tandis que MI6, on va plutôt viser l'élite, des gens qui ont étudié dans des collèges prestigieux en Angleterre, qui font partie de la classe moyenne supérieure ou peut-être même de l'élite, qui ont des parents haut placés, et il y a ce sentiment d'impunité dans le MI6 où on peut faire un peu ce qu'on veut. Il n'y aura pas vraiment de problème parce qu'on règle tout entre soi. S'il y a un scandale, c'est pas dans l'intérêt du royaume non plus de l'ébruiter et de ternir une agence comme ça. Et notamment, ce qui m'a marqué aussi, que c'est le fait que les désertions soient très mal vécues. Notamment, ce n'est pas que Kim est trompé tant que ça son pays ou transféré des documents, c'est qu'il ait trompé tout le service pendant des décennies. Ça, c'est vraiment le véritable affront. Et comme je disais, je trouvais que c'était superbement joué par Damian Lewis. C'était bien de le revoir, avec aussi une belle performance de la personne qui fait le débriefing, Anna Maxwell Martin, et de Guy Pearce qui joue Kim Philby. Donc ça c'était pour la série. En parallèle, j'ai eu l'occasion de lire le livre qui porte le même nom. J'ai trouvé le livre évidemment un peu plus dans les détails. On comprend un peu plus ses motivations primaires et on parle aussi de pas mal d'opérations, fructueuses ou non. Et on comprend un petit peu l'ascension, les différents échanges et les points de vue des services américains sur par exemple le rôle de Philby. On comprend sa carrière, sa trajectoire de carrière un peu plus, les relations avec sa femme. Ça c'est évidemment extrêmement bien documenté. Je pense qu'il doit y avoir dans les références une vingtaine de pages ou une trentaine de pages d'articles, de livres que Ben McIntyre a utilisé. Donc c'est l'auteur du livre
sur Kim Philby. C'est peut-être un peu trop dans le détail la première partie, la deuxième partie est plus prenante, mais ça reste aussi très impressionnant comme œuvre. Ça c'était pour A Spy Among Friends, qui est en série sur HBO, c'est une production HBO, et en livre aussi alors. Très bien. Alors peut-être pour clôturer, je propose que on passe sur un registre un peu plus léger, on va dire, puisque bon, l'espionnage, ça sont des choses toujours très 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 sérieuses dans la manière dont c'est traité en littérature, au cinéma, dans les séries. Mais alors, juste mentionner peut-être que il y a aussi eu une parodie de films d'espionnage. Il y a eu 3 films qui s'appelaient Johnny English avec Rowan Atkinson. Voilà, ce sont des divertissements assez honnêtes, hein. Il y a eu 3 films assez espacés, hein, étrangement sortis en 2003, en 2011 et en 2018. Voilà. Voilà, donc c'est assez amusant, divertissement honnête. Donc. Et alors, je voudrais terminer aussi par ce qui n'est pas vraiment de l'espionnage, mais on a quand même on suit quand même une personne qui en espionne une autre. Je vais m'expliquer. Alors, le film s'appelle Rosalie Bloom. Et c'est un film français donc, qui est sorti en 2015 et qui est l'adaptation d'un roman graphique. C'est un premier long métrage. En fait, on suit voilà, un coiffeur qui s'appelle Vincent et qui est interprété par Kian Kojandi. Alors Kian Kojandi, je ne sais pas si tu vois qui c'est celui qui faisait la série Bref. Donc il y a les petites capsules Bref. Et alors, après, donc voilà, il a fait d'autres petites choses, on va dire, mais on va dire il est surtout connu pour ça, il faut quand même bien l'avouer. Mais donc après, donc, il a notamment obtenu ici un premier rôle, enfin, pas son premier, en tout cas un premier rôle ici, parce que c'est lui qui porte le film. Enfin, ils sont à 2, on va dire. Il y a 2 premiers rôles, lui et donc la fameuse Rosalie Bloom. Et donc voilà, lui, il vit seul en fait, puisque il essaie toujours d'avoir des rendez-vous avec une fille, mais c'est foireux, donc finalement il ne se rencontre jamais. Il vit dans le même immeuble que sa mère, et sa mère qui est interprétée par Anémone. Alors pour information aussi, Anémone, je pense que c'est son avant-dernier rôle au cinéma. Et sa mère qui a l'air de débloquer un peu, hein, et qui est très contente d'avoir son fils à côté d'elle, parce que comme ça, lui il fait ses courses, etc. Elle n'arrête pas de le critiquer, mais il est quand même très très utile. Et voilà, donc, et puis un jour, donc, qu'il allait faire ses courses, elle le remballe parce que il avait oublié je ne sais plus quel article, et donc il est prié quand même de retourner pour ce qu'elle lui avait demandé. Et donc il s'exécute, hein, et il arrive comme ça à une petite épicerie, et c'est là qu'il rencontre voilà, la tenancière, Rosalie Bloom, on ne sait pas encore qu'elle s'appelle comme ça, et elle le fascine en fait. On ne peut pas parler de coup de foudre parce que c'est pas vraiment ça, il est fasciné par elle. Pourtant, elle a rien de spécial, elle porte des lunettes, elle pas spécialement coiffée. Enfin, c'est pas quelqu'un qui a l'air de faire très attention à son apparence. Et voilà, donc il est troublé. Et donc cette Rosalie Bloom est interprétée par Noémie Lvovsky. J'aurai l'occasion de revenir sur elle un peu plus tard. Et comme il est fasciné, il va la retrouver et il va la suivre. Et découvrir un peu quelle est sa vie. Ça, c'est la première partie. Puis dans la deuxième partie du film, on suit le point de vue de Rosalie, justement, et on se rend compte assez vite que, en fait, elle, au bout d'un moment, elle se rend compte qu'elle est suivie. Donc elle va un petit peu jouer de ça. Et puis voilà, le film se poursuit, et je vais m'arrêter là, en tout cas, dans l'histoire. Alors, moi, il y a plusieurs choses. Moi, j'ai franchement adoré ce film. C'est un tout petit film, hein, qui n'a pas de grande prétention, il n'y a pas... voilà, ça ne cherche pas à faire une grande histoire ou que sais-je. Non, mais simplement, petite histoire, joliment interprétée, et qui dégage énormément de charme en fait. C'est ça qui fait tout l'intérêt du film. Et je parlais donc justement de Noémie Lvovsky, Rosalie Bloom. Alors c'est pas une actrice, je sais pas si j'ai déjà l'occasion d'en parler dans le podcast, mais moi c'est une actrice que j'adore en fait. Elle est pas très connue parce qu'elle est souvent abonnée à des seconds rôles. Donc si on regarde sa filmographie, elle a déjà fait beaucoup de choses. Elle est aussi réalisatrice. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de parler de son film parce que ça valait la peine aussi. Et mais moi, je ne peux pas dire que je suis troublé par elle, comme Vincent Machaut du film, mais en tout cas, je trouve qu'elle dégage quelque chose de très naturel, en fait, dans son jeu. Et à chaque fois que je la vois dans ses films, je trouve qu'elle a toujours un ton très, très juste. Et donc ici, voilà, je trouve que c'est une actrice qui gagne vraiment à être connue. C'est un premier rôle. Ici, elle a donc ici un premier rôle. Mais c'est bien, c'est l'occasion de la mettre en avant. Et voilà, donc c'est une petite fantaisie comme ça, poétique, douce, donc très, très très joli film, je trouve, qui vaut vraiment le coup d'être vu.
Je pense que j'ai déjà vu d'ailleurs, j'étais allé le voir au cinéma et je pense que je l'ai revu 2 fois encore depuis lors parce que voilà, je trouve que ça a tellement de charme que ça se revoit avec beaucoup de plaisir. Ah, d'accord, j'en prends note. Et je voulais te demander, qu'as-tu pensé de la performance de Kian Kojandi? Mais il est convaincant parce que justement, enfin, c'est pas exactement la même chose que Bref, hein, mais quelqu'un comme ça qui a l'air de passer un petit peu à côté de sa vie et il joue en fait avec sobriété plus que ses capsules évidemment, mais ouais, le format fait que forcément tu dois un peu surjouer. Donc ici c'est un rôle sobre qu'il tient bien. Donc tous les acteurs sont très bons en fait, hein. Même il y a des seconds rôles aussi. On parlait tout à l'heure de Sarah Giraudot, ben, elle a aussi un petit rôle dedans. Je disais Anémone et Alice Isaz aussi qu'on voit de plus en plus au cinéma. Ok. Voilà, tous en fait jouent leur partition comme ça avec enfin certaines légèretés on va dire et oui poésie aussi. Donc très très chouette je trouve. Parce que je sais qu'entre-temps, Kian avait fait pas mal de stand-up. Il avait fait Oui tout à quelques fait. spectacles. J'ai entendu que c'était assez sympa. Bel échange avec le Oui. public. Je le savais mais je connais pas très très bien pour être honnête mais ici on est assez éloigné parce que c'est pas un rôle comique spécial ou alors c'est plutôt du comique malgré lui on va dire. C'est plutôt ça alors. Et puis, on n'en parlera pas vraiment dans le détail, mais il ne faudrait pas oublier de mentionner OSS. Il y a eu 3 films, on en a déjà parlé du troisième qui ne t'avait pas plu du tout. J'ai quand même de bons souvenirs des 2 premiers, au Caire et à Rio, avec un film un peu potache, mais avec des répliques assez cultes et parfois un peu machistes. Et c'est sympa de voir aussi Jean Dujardin on voit qu'il prend quand même du plaisir à jouer ce rôle-là. Euh, je me rends compte qu'il s'est joué pas mal de rôles aussi. Si on pense à Brise de Nice, maintenant OSS, ou le film avec Tesson, que je n'ai pas eu l'occasion de voir, et puis les films, là maintenant, J'accuse. Je me souviens, le troisième ne t'avait pas convaincu du tout. Je n'ai pas tenté de le regarder. Et donc, on conclut cet épisode sur l'espionnage. Donc, cet enregistrement va se détruire par lui-même dans quelques secondes. Et on se dit à la prochaine pour le prochain épisode. Merci, Deep. À la prochaine. Salut Max. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.